Les États-Unis ont vraiment été un pays très meurtrier à bien des égards, bien plus meurtrier que n'importe quel autre pays au monde. Et leur politique étrangère l'a été bien davantage que celle de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de n'importe lequel de nos adversaires. Il y a ici deux grandes inconnues. La première, bien sûr, c'est l'Ukraine et la perspective d'une défaite en Ukraine. Ce ne serait pas une défaite pour l'Ukraine, mais une défaite de l'OTAN d'une importance décisive. Et puis il y aurait une défaite américaine, et par implication, une défaite de l'OTAN, puisque l'OTAN est une création américaine, dans le Golfe Persique face à l'Iran. Je soupçonne que ce serait un coup porté à l'hégémonie américaine, à l'OTAN et au système d'alliance américain, dont je pense qu'il ne pourrait pas se relever. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis Lena Petrova et j'ai aujourd'hui le privilège d'accueillir de nouveau un invité remarquable, le docteur David Gibbs, professeur d'histoire à l'Université d'Arizona et l'un des principaux spécialistes de la politique étrangère américaine, des relations internationales et de l'économie politique. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages influents, dont La révolte des riches, comment la politique des années 1970 a creusé les inégalités de classe aux États-Unis. D'abord, Ne pas nuire, l'intervention humanitaire et la destruction de la Yougoslavie, ainsi que L'économie politique de l'intervention dans le tiers-monde. Ces livres figurent sans aucun doute sur ma liste de lecture pour cette année. Professeur Gibbs, bienvenue à nouveau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rejoindre. Merci de m'avoir bien à nouveau. Je suis ravie de vous recevoir et j'ai vraiment hâte d'aborder le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Vous soutenez depuis de nombreuses années que les États-Unis mènent de fait des guerres, imposent des sanctions, conduisent des opérations clandestines et des campagnes de changement de régime, de l'Irak et la Libye, à la Syrie, à l'Ukraine et maintenant, bien sûr, à l'Iran. S'agit-il d'une série de décisions distinctes en matière de politique étrangère ou y a-t-il une doctrine stratégique plus profonde qui motive réellement l'interventionnisme américain? Évidemment, c'est plus profond que ça. Cela s'inscrit dans un effort global mis en place dans les années 1990 pour présenter les États-Unis comme le pays dominant dans le monde. En gros, je pense que c'était l'ambition au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Cela a été énoncé dans un document officiel appelé le document d'orientation pour la planification de la défense de 1992. Ce document semble avoir été extrêmement influent. Et ce qu'il proposait, c'était que, compte tenu de l'effondrement soviétique, les États-Unis avaient une occasion historique d'établir une domination unilatérale qu'aucune autre puissance n'avait jamais eue. Et l'objectif de la politique étrangère des États-Unis devrait être de saisir l'occasion et d'établir ce niveau de puissance. Pas de le faire de manière coopérative, pas de le faire de manière multilatérale, mais de le faire de façon unilatérale autant que possible, par la force si nécessaire. Vous savez, il parlait de chercher à marginaliser les Nations Unies de manière significative, de chercher à l'époque, croyez-le ou non, l'Union européenne était considérée comme la communauté européenne, comme on l'appelait alors, était considérée comme une rivale potentielle en matière de puissance. Ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, elle était perçue comme une rivale en matière de puissance. Et donc marginaliser la communauté européenne, non, je ne devrais pas dire la marginaliser, réduire son rôle en politique étrangère et la maintenir sous tutelle américaine. Et surtout, préserver la structure d'alliance de la guerre froide et l'élargir, en particulier l'OTAN, tout en lui trouvant une nouvelle raison d'être. Dans une large mesure, on pourrait dire qu'il ne s'agissait pas seulement de maintenir les politiques de la guerre froide après la fin de la guerre froide,
mais aussi d'étendre ces politiques à des régions où les États-Unis n'avaient jamais exercé d'influence, y compris bien sûr l'ancienne Union soviétique. Je pense donc qu'il y avait là une intention très agressive. À l'époque, cela paraissait extravagant, mais je pense que c'est réellement devenu le modèle dominant. Une forme d'hégémonie la sterhala juni la force. Je pense que cela a été soutenu par beaucoup d'intérêts acquis. Il y avait des intérêts acquis qui s'étaient développés pendant la guerre froide, portés, comme tout le monde le sait bien sûr, par le complexe militaro-industriel d'Eisenhower. Mais cela allait au-delà du complexe militaro-industriel. Il y avait toute une série de groupes de réflexion, de médias d'élite, d'universitaires, issus des élites. Les gens oublient que le monde universitaire était entièrement intégré à la guerre froide. Je me souviens qu'à l'époque, tout à la fin de la guerre froide, alors que Gorbatchev y mettait clairement fin, un universitaire avait écrit un article à moitié humoristique dans le Washington Post. C'était en 1990. Le titre était « Gorbatchev a ruiné ma carrière ». Il ne plaisantait qu'à moitié. En gros, c'était quelqu'un dont la carrière s'était construite autour de la guerre froide. Il a obtenu beaucoup de subventions, disait-il, ainsi que des bourses et des contrats d'édition. Et cela lui a très bien réussi. Maintenant que la guerre froide touchait à sa fin, tout cela allait disparaître. C'était vrai, tout domaine confondu, pour toute une série d'intérêts. Je pense donc que l'idée était, au fond, de maintenir la guerre froide et de l'étendre autant que possible. Et cela impliquait une certaine dose d'agression militaire. Les États-Unis sont donc devenus une puissance très agressive, de très loin le pays le plus agressif au monde. Et on pourrait le dire, c'est aussi une puissance très meurtrière, selon n'importe quel critère. Et cela a récemment été documenté, par exemple, par la revue médicale britannique The Lancet, qui a étudié sur 50 ans le recours aux sanctions unilatérales par les États-Unis et leurs alliés placés sous leur tutelle. Elle a constaté qu'en moyenne, les sanctions menées par les États-Unis tuent plus de 500 000 personnes par an, soit environ 28 millions de personnes sur 50 ans. C'est un chiffre extraordinaire. Et cela souligne le fait que les États-Unis ont été, à bien des égards, un pays très meurtrier, bien plus meurtrier que n'importe quel autre pays au monde. Leur politique étrangère l'est bien davantage que celle de la Russie, de la Chine, de l'Iran ou de n'importe lequel de nos adversaires. Je pense donc que cela a vraiment été le modèle. Les États-Unis ont cherché des occasions de projeter leur puissance partout où c'était possible. Nous le faisons depuis des décennies, et la récente guerre en Iran s'inscrit dans cette logique de long terme. On peut soutenir qu'après la guerre froide, le néoconservatisme a transformé la politique étrangère américaine en remplaçant de fait une certaine retenue par une stratégie de primauté militaire totale. Quelle influence les idées néoconservatrices et les néoconservateurs en général ont-ils eu sur la politique étrangère de Washington ces dernières années, et plus précisément durant le premier mandat de Trump, puis maintenant son second mandat? L'idéologie néoconservatrice a été, à mon avis, déterminante. C'est une idéologie qui s'est développée à la fin des années 70, en réaction à la défaite américaine au Vietnam, et au sentiment que l'Amérique était devenue trop retenue à cause de cette défaite. L'idée était de redynamiser la puissance militaire américaine et d'augmenter le budget militaire. Elle a attiré beaucoup d'intellectuels de premier plan. Certains avaient été des libéraux sur le plan politique, se considéraient toujours comme tels, mais étaient profondément militaristes. Et ces gens-là, les néoconservateurs, les principaux néoconservateurs, eh bien, ils étaient idéologiques au sens où ils croyaient vraiment aux idées. Et ils y croyaient avec fanatisme, pourrait-on dire.
Mais leur carrière était aussi très étroitement liée au complexe militaro-industriel. Quand on examine leur parcours, on voit qu'ils étaient étroitement liés aux grands groupes de l'industrie de défense. Il y avait aussi un autre aspect, le soutien américain à Israël. C'est dans les années 70, à partir de Nixon, que les États-Unis sont réellement devenus le principal soutien d'Israël. Non seulement en lui fournissant des armes, en remplaçant la France comme principal fournisseur d'armes d'Israël, mais aussi en subventionnant Israël à très grande échelle. C'était dans les années 70, et les néoconservateurs étaient étroitement liés au lobby pro-israélien. Et c'est là le point crucial. Ils voyaient Israël comme un modèle de ce que l'Amérique devrait être. Et qu'Israël utilise la force sans s'en excuser. Il utilise la force de manière agressive. Ils ne se contentent pas de se défendre. Ils attaquent leurs adversaires. Les néoconservateurs aimaient ça. Ils pensaient que c'était ainsi que les États-Unis devaient agir. Ils ne s'excusent jamais de recourir à la force. Et Israël a tendance à minimiser les négociations, pas complètement. Ils ont négocié, mais surtout en dernier recours. Israël préfère utiliser la force plutôt que négocier. Et pour les néoconservateurs, c'était une idée très stimulante. Ils voyaient Israël comme le modèle que l'Amérique devait suivre. Et donc je pense que cela a aussi donné à Israël une influence énorme, dans la mesure où les néoconservateurs ont progressivement pris le contrôle de la politique étrangère. Et ils l'ont effectivement pris. Je dirais d'abord sous la présidence Carter, puis sous la présidence Reagan. Ensuite, leur influence a grandi au fil du temps. Je pense que cela a aussi donné énormément d'influence à Israël. Parce que toute l'idéologie de la politique étrangère américaine, à travers le néoconservatisme, est devenue une manière de refaçonner l'Amérique à l'image d'Israël, une admiration pour Israël. Cela a donné beaucoup d'influence à Israël. On pourrait donc dire que l'Amérique et Israël se sont retrouvés de plus en plus quasiment inséparables, avec très peu de distance entre les deux. Et je pense donc que l'héritage du néoconservatisme, c'est le recours sans frein à la force militaire, souvent en coopération, en profonde coopération avec l'État d'Israël. Deep cooperation with the State of Israel. De nombreuses prédictions de politique étrangère néoconservatrice, de la transformation de l'Irak en démocratie à la stabilité de la Libye après Kadhafi, se sont révélées catastrophiquement fausses. Et le coût humain ne peut tout simplement pas être ignoré. Pourtant, on voit encore ces idées, vous savez, être activement défendues, activement soutenues, même aujourd'hui. Certaines figures importantes de la politique étrangère américaine, mais aussi de l'élite politique à Washington, soutiennent toujours ces idées, malgré les échecs que je viens de décrire. Par exemple, la Libye compte aujourd'hui, d'après ce que je comprends, des marchés aux esclaves ouverts. Évidemment, ce n'était pas le cas sous Kadhafi. La Libye était un État africain relativement prospère. Alors pourquoi cette idéologie reste-t-elle influente malgré ses échecs et malgré ses coûts humains tragiques, considérables, horribles, que des millions de personnes ont supporté uniquement avec ces idées? Eh bien, je tiens d'abord à souligner que le néoconservatisme, dans les années 1990, et peut-être même avant, a découvert l'idée de l'humanitarisme et de la justification humanitaire comme prétexte très utile à l'intervention. L'idée de l'intervention humanitaire est devenue très populaire dans les années 1990, à commencer par les interventions américaines en Yougoslavie, dans l'ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. C'était le sujet de mon deuxième livre. Et contrairement à ce que l'on croit généralement, ce furent des désastres. Elles ont prolongé les guerres et considérablement accru le niveau de nettoyage ethnique. Les États-Unis ont activement bloqué des accords négociés qui auraient pu empêcher la guerre. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Mais la justification invoquée, c'était l'humanitarisme.
et une certaine forme de fanatisme. Tout cela est devenu extrêmement populaire parmi les milieux intellectuels américains et cela a renforcé l'influence du néoconservatisme. Et cela a vraiment conduit à une intervention après l'autre, avec un large soutien, là encore, au moins parmi les classes bavardes, comme disent les Britanniques. Pas tellement auprès du grand public, mais chez les universitaires, les journalistes et le personnel des groupes de réflexion. C'était très populaire, et cela a conduit à une série d'interventions désastreuses. Comme je l'ai dit, je pense que les interventions en Yougoslavie, contrairement à ce que l'on croit généralement, ont en fait été des désastres. Elles n'ont absolument pas réussi à soulager les souffrances humanitaires et elles les ont aggravées. Le massacre de Srebrenica n'aurait jamais eu lieu si les États-Unis n'avaient pas bloqué des négociations de paix qui auraient empêché la guerre. Je sais, ils ont poursuivi dans cette voie, mais c'était des interventions néoconservatrices. C'était le néoconservatisme à l'œuvre. Les principaux partisans d'une intervention en Yougoslavie étaient les néoconservateurs les plus influents, des gens comme Paul Wolfowitz et Richard Perle. Et ensuite, ils ont continué avec d'autres interventions. Bien sûr, il y a eu le renversement de Saddam Hussein en 2003, le renversement des talibans en 2001 et le renversement de Muammar Kadhafi en Libye en 2011. Toutes ces guerres étaient préconisées par les néoconservateurs et elles ont été des désastres. Nous avons eu 19 ans de guerre en Afghanistan. Les États-Unis sont partis et les talibans sont revenus aussitôt. Nous avons eu une guerre civile désastreuse en Irak. Le pays n'est pas devenu le paradis démocratique que tant de néoconservateurs nous avaient assuré qu'il deviendrait. Wise, that Turks plus de 500 mineurs. La Libye, le renversement de Kadhafi. Là encore, cela était censé produire un résultat merveilleux, et cela a produit une guerre civile avec de terribles atteintes aux droits humains. La Libye est aujourd'hui dans une situation désastreuse à cause de l'intervention. Cela a déstabilisé toute la région, pas seulement la Libye. Cela a contribué à provoquer des guerres civiles secondaires au Mali et au Niger, des pays voisins. Ce sont donc vraiment de grandes catastrophes. Et maintenant, bien sûr, la guerre en Ukraine, qui, je le dirais là encore, était un projet néoconservateur, est en train de devenir une catastrophe. Nous pourrons en discuter davantage plus tard. L'Iran mène clairement à une défaite des États-Unis. Toutes ces choses ont été des catastrophes, les unes après les autres. La question est de savoir comment les néoconservateurs ont pu s'en tirer ainsi. Et je pense que l'un des éléments, c'est un changement dans la culture politique américaine. Il n'y avait absolument aucune responsabilité. Il n'y avait tout simplement plus de compte à rendre. Ça, c'est un changement. Parce qu'après le Vietnam, les gens qui nous ont menés au Vietnam, au désastre du Vietnam, ont payé un lourd prix en termes de perte de crédibilité. Des gens comme Dean Rusk, Robert McNamara, leur crédibilité en a souffert. C'est particulièrement vrai pour Dean Rusk. Si j'ai bien compris, après avoir quitté ses fonctions de secrétaire d'État, il a eu du mal, en gros, à trouver un emploi, parce qu'il était tellement entaché par le fiasco du Vietnam. Ça a disparu. Ça, c'est la responsabilité, mais ça a disparu. C'est pas ce que nous faisons. Victoria Nuland en est un bon exemple. Victoria Nuland était conseillère à la sécurité nationale de Richard Cheney. Elle a contribué à provoquer le désastre de la guerre contre le terrorisme, puis en gros, elle a été promue. Elle est devenue une proche protégée d'Hillary Clinton, qui l'a fait entrer au département d'État sous Obama. Elle y est devenue secrétaire d'État adjointe chargée de l'Eurasie et a contribué à orchestrer le renversement du gouvernement élu en Ukraine en 2014. C'était bien en 2014. Et a posé les bases de la guerre en Ukraine. Elle n'a absolument pas subi les conséquences de ses échecs passés et elle ne subira pas non plus celles de ses échecs actuels parce que cela fait partie de la culture.
Je ne pense pas que quiconque ait été associé à la guerre contre le terrorisme ou au renversement de Kadhafi ait payé un prix significatif en termes d'atteinte à sa réputation. C'est un fait remarquable. Mais c'est vraiment là où nous en sommes aujourd'hui. Les gens sont protégés de la critique, malgré des guerres qui ont échoué. Et je n'ai pas vraiment de bonne explication à cela, mais je constate simplement le fait. Je dois ajouter que c'est incroyable. Il n'y a qu'une seule personne à laquelle je puisse penser qui ait réellement présenté des excuses sincères pour ses échecs dans la guerre contre le terrorisme. C'est quelqu'un qui s'appelait, une figure obscure, Walter Jones. C'était un élu républicain de droite de Caroline du Nord. Il est mort aujourd'hui. Il a été un fervent défenseur de la guerre contre le terrorisme. Lorsque la France s'est opposée aux Nations Unies à l'attaque américaine contre Saddam Hussein, Walter Jones en a été tellement indigné qu'il a présenté un projet de loi pour que dans la cafétéria de la Chambre des représentants, on ne serve plus de frites françaises. Elles seraient appelées des frites de la liberté, en guise de représailles contre la France. Le pain perdu est devenu le pain de la liberté, par décision du Congrès. C'était l'idée de Walter Jones. Et il a été à juste titre tourné en ridicule pour ça. C'était une idée absurde, mais cela montrait surtout à quel point il était enthousiaste à l'idée de soutenir le renversement de Saddam Hussein. Il se trouve qu'il a fini par regretter très profondément ce qu'il avait fait et dit si publiquement. C'était un conservateur chrétien, et il disait des choses comme « Que Dieu me pardonne d'avoir soutenu cette guerre ». Il a reconnu que cette guerre reposait sur un tissu de mensonges et qu'il avait joué un rôle, disait-il, dans tout cela. Et il a passé le reste de sa vie. Je crois qu'il passait chaque jour, ou presque, à écrire de longues lettres détaillées aux familles des soldats américains tués dans la guerre contre le terrorisme. Il ne le faisait pas, je dois le préciser, pour les Irakiens ou les Afghans qui ont été tués. Mais au moins il le faisait pour les familles américaines qui avaient subi une perte. Et c'était sa façon de faire pénitence. Je ne partage pas, en général, les opinions religieuses ou politiques de Walter Jones. Mais j'apprécie qu'il y ait eu une forme de responsabilité. Il se sentait responsable de ses échecs. C'est le seul, à ma connaissance, qui ait ressenti le besoin de s'excuser pour ses actes. Et voilà, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il n'y a aucune responsabilité. Vous avez évoqué cette dimension humanitaire. Vous savez, l'idée qu'il faudrait promouvoir la démocratie ou qu'il s'agirait d'une intervention humanitaire. Est-ce que ça fait partie du récit destiné à le rendre plus acceptable pour le grand public et à vendre la guerre? Ou bien est-ce réellement quelque chose que certaines personnes pensent faire, alors qu'en réalité, le résultat s'avère complètement différent? Je pense que ça a commencé de manière cynique. Et je pense que les principaux néoconservateurs, des gens comme Paul Wolfowitz en particulier, ont commencé par faire ça en défendant l'idée que l'intervention militaire favorise la démocratie, qu'elle protège les minorités contre les massacres, protège les femmes contre les violences. Plus tard encore, les droits des personnes homosexuelles sont entrés en jeu. Je pense qu'au départ, c'était une manœuvre cynique. Mais avec le temps, je pense que les néoconservateurs ont fini par croire à leur propre propagande. C'est mon interprétation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux à la fois. Je pense qu'ils croient sincèrement à ces idées. Ils pensent que la puissance militaire des États-Unis rend le monde meilleur, qu'elle est animée, au moins en partie, d'intentions altruistes et qu'elle produit des effets altruistes. J'ajouterais qu'il existe tout un secteur universitaire consacré à l'intervention humanitaire et aux justifications humanitaires de la guerre. C'est très influent. Et je pense que cela a eu un impact et que cela a beaucoup aidé à vendre la guerre.
C'est un de ces cas où l'idéologie et l'intérêt personnel s'imbriquent parfaitement. Il est difficile de distinguer l'un de l'autre, parce qu'ils vont tous les deux dans le même sens. Et dans ce cas-ci, ce sens, c'est l'intervention militaire. Trump affirme à plusieurs reprises que la guerre en Ukraine n'est pas sa guerre. Et pourtant, bien sûr, elle est devenue sa guerre. Il a souvent laissé entendre qu'il menait des négociations pour y mettre fin. Encore l'autre jour, il a déclaré que la fin de la guerre était, je cite, « assez proche ». Mais en réalité, les États-Unis aident l'Ukraine à identifier des cibles sur le territoire russe et à mener ses frappes. Ce n'est donc pas vraiment un médiateur neutre. Trump ne veut-il pas ou ne peut-il pas mettre fin à la guerre en Ukraine? Oh, je pense qu'en gros, la possibilité d'une médiation américaine est désormais passée. Il y a eu une réunion très médiatisée à Anchorage avec Poutine, et les Russes affirment, de manière assez plausible, qu'ils avaient conclu une sorte d'accord dont nous ne connaissons toujours pas tous les détails, avec les États-Unis, et que les États-Unis ont tout simplement renié leurs engagements. C'est tout à fait plausible. Enfin, Trump fait ça tout le temps. Donc je suppose que c'est très probablement ce qui s'est passé. Je pense que les Russes ont le sentiment d'avoir été floués tellement de fois par la diplomatie qu'ils n'essaieront sans doute pas d'y recourir davantage. Je pense que cela se réglera sur le champ de bataille. Et je le pense vraiment. Je sais que beaucoup de gens ne le croient pas, que les éléments disponibles suggèrent, selon moi, qu'ils vont gagner sur le champ de bataille. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que les éléments disponibles indiquent qu'ils vont gagner. Avant que j'entre dans les éléments qui montrent qu'ils vont gagner, est-ce que vous voulez poser d'autres questions, ajouter quelque chose, ou est-ce que je continue? Non, continuez, s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup entendre parler aussi des États baltes, mais continuez. C'est fascinant. Eh bien, si je pense que la Russie va gagner, c'est parce que, vous savez, au fond, les gens ne semblent pas se rendre compte que dans toutes les guerres, la vérité est la première victime, et que toute guerre est propagande. Et si vous lisez la presse américaine ou européenne, ce que vous obtenez, ce sont des informations venant d'Ukraine, ou, vous savez, des services de renseignement de pays qui soutiennent l'Ukraine. Donc, naturellement, elle dénigre en gros les capacités de la Russie et exalte celles de l'Ukraine. Et l'affirmation, c'est que la Russie perd la guerre, que son économie s'effondre, que Poutine perd du soutien, et ainsi de suite. Et que les pertes militaires russes sont stupéfiantes, bien plus élevées que celles de l'Ukraine. Vous savez, certaines de ces choses ne peuvent pas être vérifiées. Moi, j'aime les faits que je peux vérifier, et certaines de ces choses-là, je ne peux pas les vérifier. Je ne peux pas aller moi-même sur le champ de bataille pour faire un constat. Évidemment, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vraiment évaluer les affirmations sur le nombre de personnes tuées, Russes contre Ukrainiens. Mais il y a des choses qu'on peut vérifier. Par exemple, on peut regarder quelles ressources la Russie a engagées dans cette guerre. Ça, on peut le vérifier. Vous pouvez aller sur le site de l'Institut SIPRI de Stockholm, qui est généralement considéré par tout le monde comme la principale source, et voir quel pourcentage du PIB russe, de son économie, est consacré à l'ensemble des dépenses militaires, dans tous les domaines. Et la réponse, pour 2026, c'est 6,3% du PIB. Pour un pays en guerre depuis 4 ans, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas très élevé. Cela m'indique que la Russie n'a encore exploité qu'une petite partie de ce qu'elle peut faire, et qu'elle peut monter en puissance si elle décide de le faire. Et si elle doit le faire, elle est capable de monter en puissance de manière considérable. Je veux dire, regardez les pays qui entrent en guerre. Quand les États-Unis étaient au Vietnam et en Corée, ils consacraient plus de 6,3% de leur PIB. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
je crois que les dépenses américaines dépassaient 40% du PIB. C'est ce que fait un pays quand il est vraiment engagé dans une guerre. That's what a country does when it's really committed to a war. Russia seems to not be fully. It's not. La Russie ne semble pas être pleinement. Elle n'a pas vraiment militarisé son économie, et elle pourrait le faire si elle en avait réellement besoin. Russia is not. Donc, à mon sens, la Russie n'est pas dans une situation économique désespérée. Another one is. Autre question. Dans quelle mesure, comment Poutine perd-il du soutien? Je viens de lire un article dans The Economist fondé sur l'hypothèse que Poutine perd du soutien. Et l'un des éléments qu'il citait était le centre de sondage Levada en Russie, qu'il considère et qui est, je pense, généralement considéré comme indépendant et fiable. Il disait que cela montre que Poutine perd du soutien. Eh bien, vous pouvez aller sur le site du centre Levada, qui est en anglais, et regarder le taux d'approbation personnel de Poutine. Have an English website and look at Putin's personal approval. And he has been losing support. Et il perd du soutien. L'année dernière, en 2025, son taux d'approbation était, je crois, de 87 ou 88%. Et maintenant, il est tombé à 64%. 64%. D'accord, donc il a baissé. Mais l'idée qu'il y aurait, d'une manière ou d'une autre, un soulèvement contre Poutine, que le peuple russe allait le renverser, ou qu'il y aurait un coup d'État ou quelque chose de ce genre, qu'il existerait en Russie une crise économique qui justifierait cela. Tout ça ne correspond pas aux faits fondamentaux, et rien ne laisse penser que cela se produise réellement. Et je pense qu'avec le temps, la taille bien plus importante de l'économie russe, l'ampleur de ses ressources humaines, son plus grand nombre de pièces d'artillerie et tout le reste, la Russie produisant davantage que l'Occident dans pratiquement toutes les catégories, le fait que l'Ukraine n'a clairement plus de missiles de défense aérienne et le dit, et que les États-Unis n'ont plus de missiles de défense aérienne à lui fournir, tout cela suggère fortement, selon moi, que l'Ukraine va perdre cette guerre et que l'OTAN ne peut rien y faire. C'est mon analyse. Donc, au fond, je pense que les gens ne font que repousser l'inévitable en apportant davantage d'aide à l'Ukraine, parce que cela ne fait que prolonger la guerre et les souffrances. Je pense que tout cela est regrettable, parce qu'il aurait pu y avoir un accord négocié à Istanbul. Il y a presque eu un accord négocié fondé sur des conditions qui semblaient plausibles. Des conditions aujourd'hui extraordinairement modérées, si j'ai bien compris. L'élément principal, c'était la neutralité de l'Ukraine, ce qu'elle avait toujours été jusqu'au renversement du gouvernement Yanukovych en 2014. Un retour à la neutralité, pas d'OTAN, pas de base militaire occidentale en Ukraine, et à terme, une forme d'autonomie régionale pour les russophones de la région du Donbass, que l'Ukraine avait jusque-là refusé de mettre en œuvre. Which Ukraine until then had been refusing to implement. And this was almost signed. Et cet accord était presque signé. Il ne l'a pas été à cause de l'intervention des États occidentaux. Cela a été documenté à plusieurs reprises. Il est tout à fait clair que c'est ce qui s'est passé. Et je pense que les États-Unis et l'Europe, surtout la Grande-Bretagne, estimaient être en mesure de détruire la Russie, de lui infliger une défaite militaire, de l'exclure du cercle des grandes puissances et peut-être de la fragmenter en micro-États. Beaucoup de gens en ont parlé. Kaja Kallas en parle aujourd'hui activement comme d'un objectif, fragmenter la Russie. C'est une chose incroyablement agressive à dire. Mais malgré tout, je pense que c'était leur programme et que les gens pensaient pouvoir y parvenir. Ils ont donc torpillé une négociation de paix. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie ne va plus prendre les négociations de paix très au sérieux. Chaque fois qu'elle a essayé de négocier, ça n'a pas marché. Je tiens à le dire, je ne soutiens pas l'invasion. Je pense qu'elle viole la Charte des Nations Unies. Et pour cette raison, je condamne l'invasion. Mais je ne doute pas un seul instant que si les États-Unis avaient été confrontés à des bases militaires étrangères au Mexique, ils auraient été tout à fait prêts à recourir à la force militaire face à ce qu'ils auraient considéré comme une menace.
Et à partir de là, personne ne devrait s'étonner que la Russie ait envahi, parce que c'est exactement ce que les États-Unis auraient fait si cela avait été nécessaire. Exactly what the United States would have done if necessary. How is Ukraine's effective defeat? Comment la défaite de fait de l'Ukraine va-t-elle affecter l'avenir de l'OTAN? L'OTAN est déjà fragmentée. Et je pense que lors du dernier sommet, le plus récent, il a été question de reporter le prochain sommet, probablement juste assez longtemps pour que Trump ne soit plus là. Il semble donc que la guerre en Ukraine fragmente aussi l'OTAN en tant qu'alliance. Comment voyez-vous l'avenir de l'OTAN après le conflit? How do you see NATO's future after the conflict? There are two big wild cards here. Il y a ici deux grandes inconnues. La première, bien sûr, c'est l'Ukraine et la perspective d'une défaite en Ukraine. Ce ne serait pas seulement une défaite pour l'Ukraine, mais une défaite décisive pour l'OTAN. Et puis il y aura une défaite américaine, et donc par implication une défaite de l'OTAN, puisque l'OTAN est une création américaine dans le Golfe Persique face à l'Iran. Je soupçonne que ce serait un coup porté à l'hégémonie américaine, à l'OTAN et au système d'alliance américain, dont il ne pourrait pas se relever. D'un autre côté, je ne sais pas quel en serait le résultat. Enfin, les Européens parlent en ce moment de façon extraordinaire d'une guerre avec la Russie. D'une guerre avec la Russie dans 5 ans, peut-être même d'une guerre avec la Russie l'année prochaine. Il y a eu un rapport. Autant que je puisse en juger, aucune preuve ne venait étayer ce rapport. Mais il disait que la Russie pourrait attaquer l'Estonie l'année prochaine. L'Estonie envisage d'évacuer vers la Finlande. Vous savez, ce sont des discussions extrêmement inquiétantes. Le fait que Kaja Kallas, qui est de fait la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, parle au nom de toute l'Union européenne et évoque l'objectif possible de démanteler la Russie en plusieurs morceaux, c'est extraordinairement agressif. Cela augmente considérablement le risque de guerre, y compris de guerre nucléaire. Je pense que les gens ont tendance à oublier à quel point une guerre nucléaire est dangereuse. Ce qui se passe actuellement en Ukraine est bien plus imprudent que tout ce qui a jamais été tenté pendant la guerre froide. Lancer des missiles loin, à l'intérieur de la Russie, sur des cibles en Russie, ça n'a jamais été fait pendant la guerre froide. Au plus fort de la guerre froide, pendant la période Reagan, ça n'a jamais été fait. C'était considéré comme trop agressif, trop risqué, avec un risque trop élevé de guerre nucléaire. Aujourd'hui, c'est fait régulièrement. Il y a eu l'attaque contre les bases de bombardiers russes, il y a 1 ou 2 ans, je crois. Et maintenant, il s'agissait officiellement d'une attaque ukrainienne, mais presque certainement avec le soutien en renseignement de l'Occident, des États-Unis et de la Grande-Bretagne, très probablement. Et cela visait des bombardiers stratégiques russes, des appareils qui pourraient potentiellement être utilisés pour une attaque nucléaire. Encore une fois, ça n'a jamais été fait pendant la guerre froide. Cela aurait été considéré comme trop agressif, trop dangereux. Mais aujourd'hui, c'est fait. Je pense donc que les dirigeants mondiaux, et de plus en plus les Européens, davantage même que les États-Unis, jouent avec le feu. À la fois parce qu'ils disent et parce qu'ils font concrètement en facilitant les attaques de l'Ukraine contre la Russie. Cela n'aide pas l'Ukraine. Je veux dire, les attaques contre les raffineries de pétrole russes ont eu pour résultat que la Russie utilise sa capacité de frappe bien supérieure. Vous savez, l'Ukraine utilise surtout des drones. Elle n'a plus de missiles balistiques. La Russie, elle, utilise des missiles balistiques beaucoup plus efficaces pour pratiquement fermer le port d'Odessa et toute la côte de la mer Noire. Cela revient pratiquement à faire de l'Ukraine un pays enclavé. Cela a bien fait du tort à la Russie, mais je pense que cela va faire bien plus de mal à l'Ukraine et de manière bien plus dévastatrice. Et donc, je pense qu'au fond, la question qui se pose ici est la suivante. Que se passerait-il si une crise éclatait, dans laquelle l'armée ukrainienne
commençait tout simplement à se fissurer et à s'effondrer. À mon avis, c'est une possibilité dans les mois à venir. Les armées finissent par se fissurer au bout d'un certain temps. On en voit déjà des signes naissants. Le fait qu'ils aient tant de mal à imposer la conscription. Il y a ces vidéos de gens qu'on force violemment à monter dans des bus, et ainsi de suite. Il y a eu toute cette résistance à la conscription en Ukraine. Cela pourrait constituer le début, une phase précoce, d'un effondrement de la discipline en Ukraine. La question serait donc, si cela se produit, s'il y a un effondrement de la discipline et un effondrement de l'armée ukrainienne, que ferait l'Europe? Je crains qu'ils ne fassent quelque chose de fou, comme envoyer des troupes européennes en Ukraine, ou instaurer une zone d'exclusion aérienne en Ukraine, et commencer à engager activement l'armée de l'air russe. Je n'aurais jamais cru cela possible, parce que les armées européennes sont vraiment très petites et qu'elles ne sont pas très entraînées. Je soupçonne qu'elles ne sont pas vraiment prêtes au combat. À ce stade, elles sont loin d'être aussi capables que l'armée russe. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne feraient pas quelque chose de fou, car il me semble qu'il y a un certain degré d'irrationalité à l'œuvre ici. Je pense que lorsqu'on atteint ce type d'irrationalité, y compris dans des pays comme la France et la Grande-Bretagne, qui possèdent eux-mêmes des armes nucléaires, c'est extraordinairement dangereux. Mais je pense que nous pourrions en arriver là. It's a breacher's Betis. Oui, et on peut tout à fait soutenir que les lignes rouges de la Russie ont été franchies encore et encore, si bien que la Russie est désormais en position non seulement de défendre son territoire, mais aussi de rétablir la dissuasion. Et la question est donc la suivante. Combien de fois encore l'OTAN peut-elle, en permettant à l'Ukraine d'agir, franchir les lignes rouges de la Russie avant que celle-ci ne soit contrainte de riposter d'une manière qu'elle n'a pas employée jusqu'ici? Cela semble être un facteur d'escalade tel que personne ne sait si cela se produira. Et bien sûr, jusqu'à présent, la Russie a fait preuve d'une retenue incroyable et, pourrait-on dire, a épuisé les voies diplomatiques. J'ai cru comprendre que, dans les médias russes, on parle de plus en plus, notamment des gens comme, je crois, comment s'appelle-t-il, Karaganov, Sergei Karaganov, et d'autres désormais, de la nécessité pour la Russie de riposter contre les Européens. Ils devraient attaquer les sites de production de drones. Ils devraient attaquer, vous savez, les zones de regroupement servant à aider l'Ukraine, en Pologne et en Roumanie. Ils devraient utiliser la puissance de leurs missiles russes à cette fin. Et Tedesiso même envisager l'emploi d'armes nucléaires tactiques. Là encore, c'est extrêmement inquiétant. Heureusement, la Russie ne l'a pas encore fait. Mon impression du point de vue russe, c'est que beaucoup de gens, y compris Poutine jusqu'à présent, considèrent que cela pourrait revenir à faire le jeu de l'Europe. Parce que si vous commencez à attaquer des bases en Europe, l'Europe aura alors un prétexte pour entrer directement dans la guerre et exiger que les États-Unis, au titre de l'article 5, entrent eux aussi en guerre contre la Russie. Et vous aurez alors un affrontement direct entre les États-Unis et l'OTAN, d'un côté, et la Russie de l'autre. Il ne s'agira plus seulement d'utiliser l'Ukraine comme un bélier. L'OTAN interviendrait directement elle-même. Et il me semble que beaucoup de gens en Europe veulent réellement cette issue et qu'ils essayent peut-être de pousser la Russie à attaquer. Heureusement, la Russie n'est pas tombée dans le piège. Je suppose que les dirigeants, les plus hauts responsables, menés bien sûr par Poutine lui-même, ont décidé que le temps joue en leur faveur et qu'avec le temps, ils finiront par l'emporter dans cette guerre, malgré tout ce que fait l'OTAN, tout ce que fait l'Ukraine et tout ce que l'OTAN leur permet de faire. Des actions comme les attaques contre les raffineries nuisent à la Russie, mais pas suffisamment pour que, vous savez, les choses ne puissent pas continuer. Et cela a eu un certain effet.
Je crois que la Banque centrale russe a revu ses prévisions de croissance, je pense, de 1% à 0% en raison des dommages causés au secteur pétrolier. Mais là encore, ce ne sont pas des dommages catastrophiques. Ce sont des dommages, mais pas des dommages catastrophiques. Et donc je pense que Poutine, quoi que vous pensiez de lui sur le plan éthique ou moral, il agit avec une extrême prudence. C'est un joueur d'échecs très prudent. Je soupçonne qu'il agit de manière bien plus rationnelle en termes de simples calculs rationnels que ses homologues à Berlin, à Paris et à Londres, sans même parler de Washington. Absolument. Maintenant, en dehors de la guerre en Ukraine, la guerre avec l'Iran semble toujours dans une situation très fragile où les deux parties sont incapables de négocier. Ce n'est donc pas la guerre, mais ce n'est pas la paix non plus. Le 7 août, l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie ont annoncé un pacte de défense. On a donc l'impression d'entrer dans une phase entièrement nouvelle au Moyen-Orient, où des acteurs régionaux forment une alliance de défense et se préparent peut-être de fait à remplacer les États-Unis comme garants de la sécurité. Que pensez-vous de ce traité et comment pourrait-il transformer le Moyen-Orient à l'avenir? Eh bien, des gens comme John Mearsheimer, que je respecte énormément, considèrent que si les États-Unis se replient et perdent leur position hégémonique et que la multipolarité entre en jeu, le monde ne deviendra pas plus pacifique. Il deviendra potentiellement moins pacifique, parce qu'il y aura beaucoup plus d'acteurs. La Chine deviendra plus agressive, la Chine en particulier, parce que c'est évidemment, de loin, le plus grand des États concurrents de l'Amérique à ce stade. Mais il y en aura d'autres aussi. Des États comme la Turquie, vous avez mentionné ce pacte, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, toutes ces choses entreront en jeu. Je pense que c'est effectivement un risque. Je pense que John Mearsheimer surestime ce risque. Et je pense que les États-Unis ont été... Vous savez, certains peuvent considérer que l'Amérique, malgré tous ses défauts, ses agressions, sa brutalité, et ainsi de suite, il vaut mieux la maintenir en position hégémonique, parce qu'on préfère le diable qu'on connaît à celui qu'on ne connaît pas. L'Amérique est une puissance du statu quo. En relations internationales, les puissances du statu quo ont tendance à être moins agressives que les puissances révisionnistes. L'Amérique est déjà au sommet. C'est le chef de meute. Donc elle a moins besoin de devenir agressive. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. L'Amérique a été incroyablement agressive. Elle a toujours besoin de repousser les limites. Elle a toujours besoin d'attaquer d'autres pays. Bien qu'elle soit au sommet, même quand elle l'était vraiment dans les années 1990, elle ressentait le besoin d'être constamment à l'offensive. Et donc je pense que compte tenu de cela, mettre fin à l'hégémonie américaine comporte un risque. Mais pour ma part, je vois plutôt favorablement l'idée de la fin de l'hégémonie américaine, tout simplement parce qu'elle a été si destructrice. Elle a eu tellement d'aspects négatifs que nous devons envisager que l'alternative, la multipolarité, pourrait très bien être plus bénigne que ce que nous avons aujourd'hui. Dans le cas de cette alliance spécifique à trois que vous mentionnez, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, l'un des éléments à prendre en compte, évidemment, c'est Israël. Les États-Unis se comportent en pratique comme des États voyous. Je pense que l'Arabie saoudite considérait à l'origine les États-Unis comme le garant de sa sécurité, mais nous constatons que c'est l'inverse. Si vous avez des bases américaines, vous êtes attaqué. C'est ce qui se passe. Et l'Amérique ne peut pas vous protéger contre cette attaque. Les Saoudiens sont en train de l'apprendre. Tous les États du Conseil de coopération du Golfe l'apprennent. Et donc, en l'absence de sécurité américaine, ils cherchent ailleurs. La Turquie, gardez à l'esprit qu'Israël parle de la Turquie comme d'un adversaire potentiel. Et Israël semble attaquer tous les pays de la région,
l'un après l'autre, l'Iran, le Liban, Gaza, et ainsi de suite. Je pense donc qu'une partie de cela relève de la défense, d'une défense contre, je suppose, de possibles attaques d'Israël. C'est aussi le reflet du fait que l'hégémonie américaine est contestée et perçue de plus en plus négativement par nombre de ses principaux anciens alliés, comme l'Arabie saoudite. Et la Turquie, bien sûr, est membre de l'OTAN. Absolument. Si nous nous tournons rapidement vers le Venezuela, je pense qu'on peut aussi y observer un interventionnisme intéressant que Trump adore mettre en avant. Il y a quelques jours à peine, il s'est vanté, il s'est glorifié d'avoir pris, je cite, des milliards de barils de pétrole au Venezuela parce que, je le cite, les dépouilles reviennent aux vainqueurs. Que pensez-vous de ces propos? Eh bien, je veux dire, c'est le genre de langage excessif typique de Trump. Le fait est qu'il dit tout haut ce que l'Amérique a toujours fait en Amérique latine. Ce n'est pas une idée nouvelle. Et vous savez l'usage que fait Trump des conflits d'intérêts et de la corruption? Il y a une longue tradition de cela, très bien documentée dans la politique étrangère américaine. Utiliser les interventions à l'étranger comme moyen d'enrichir certaines personnes. Il y a un article dans le Quarterly Journal of Economics qui examine les délits d'initiés et les opérations clandestines de la CIA, et cela se reproduit sans cesse. Donc, ce que fait Trump dans l'aspect corrompu de sa politique étrangère, l'enrichissement personnel de ses proches, ce n'est pas nouveau. Je soupçonne que cela se produit à une plus grande échelle, mais ce qui est nouveau, c'est qu'il le fait de manière si ouverte. Et puis, vous savez, le New York Times a publié un article expliquant que le Venezuela agit pratiquement comme une sorte d'État colonial, presque un État colonial des États-Unis, dirigé par Marco Rubio lui-même. Les recettes tirées des exportations de pétrole vénézuélien sont perçues par le département du Trésor, puis distribuées aux organismes vénézuéliens comme les États-Unis l'entendent, un peu comme un parent qui donne de l'argent de poche à ses enfants. Cela reste nominalement un État souverain, mais il n'est pas traité comme un État souverain. Et vous savez, Delcy Rodriguez est en fait présidente du pays, mais on pourrait dire que ce n'est que de nom. C'est essentiellement devenu une simple extension des États-Unis. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. Les États-Unis ont déjà fait ça auparavant, généralement de façon un peu plus discrète. Ce que fait Trump est très peu discret, mais Trump est un personnage peu discret. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il dit tout haut ce que les autres disent à voix basse. On pourrait dire que le département de la Défense a toujours été un département de la guerre. Maintenant, il l'appelle simplement le département de la guerre. Je suis un peu sceptique face à ceux qui voient Trump comme une figure absolument totalement nouvelle. Il n'est pas si nouveau que ça. Les politiques que j'observe s'inscrivent globalement dans la continuité de la politique américaine au fil du temps, mais elles sont formulées avec un peu plus de franchise et un peu plus de grossièreté. Très intéressant. Et comme vous l'avez dit, cela semble effectivement s'inscrire dans la continuité de la politique étrangère américaine, quel que soit le président en fonction. Nous prenons le pétrole du Venezuela, mais nous avons aussi envahi l'Irak. Et aujourd'hui encore, nous percevons des revenus issus de leur vente de pétrole, qui sont déposés à la Réserve fédérale. Alors, pourquoi les États-Unis contrôlent-ils toujours les recettes pétrolières irakiennes? Nous sommes en 2026 et de fait, nous occupons encore l'Irak. Vous savez, au vainqueur les dépouilles, comme l'a dit Trump. Et vous savez, d'autres présidents n'ont pas employé ce genre de langage, mais d'autres présidents ont clairement agi de cette manière. Et il est assez surprenant que les États-Unis ne traitent pas les autres pays comme des États pleinement souverains. Je veux dire, toute l'idée ici,
c'est le changement de régime. Les États-Unis sont attachés à cette idée. C'est presque comme un droit souverain. Ils auraient le droit de changer les régimes qui ne leur plaisent pas, chaque fois qu'ils le souhaitent, généralement par des moyens clandestins, parfois par des moyens ouverts. Mais quoi qu'il en soit, les États-Unis auraient le droit de le faire. Et vous savez, nous avons fait cela en Irak. Donc naturellement, nous allons avoir une influence démesurée sur la manière dont leur économie est gérée, très semblable à ce qui s'est passé au Venezuela. C'est simplement comme fonctionnent les États-Unis. Professeur Gibbs, et peut-être une dernière question pour vous. À quoi ressemblera concrètement l'avenir de la politique étrangère américaine si les États-Unis ne peuvent plus imposer leur volonté par la force militaire ou économique, comme ils le faisaient dans les années 1990? C'est la grande question. Quand les États-Unis auront définitivement perdu la guerre en Iran et que Trump devra se retirer de cette guerre, comme il devra inévitablement le faire, puis quand l'OTAN aura perdu la guerre en Ukraine, ce qui à mon avis est entre très probable et quasiment certain, encore une fois, je ne sais pas dans combien de temps, mais cela va arriver, que deviendront l'Amérique et l'Allemagne après ça? Il y a aussi la question évidente, avec le recours massif aux sanctions, quel sera l'impact sur le dollar? Et les pays vont très clairement s'éloigner de plus en plus du dollar. Les États-Unis pourront-ils encore utiliser le dollar comme un instrument de puissance, comme ils l'ont fait par le passé? Pourront-ils imposer ce genre de sanctions à l'avenir? Très probablement pas. Vous savez, la Chine serait évidemment folle de ne pas commencer à se diversifier hors du dollar après ce qu'ils ont fait à la Russie. Ils ont essayé d'écraser la Russie économiquement en utilisant le dollar, grâce au contrôle américain d'organismes internationaux comme SWIFT. La Chine a examiné cela de très près et s'est dit, bon, ça pourrait être nous les prochains. Nous devons commencer à sortir du dollar et mettre en place un système différent. Et c'est ce qu'elle fait. Je ne pense pas avoir vu le moindre signe indiquant que la Chine veuille, dans l'immédiat, internationaliser sa propre monnaie pour en faire une sorte de monnaie de réserve mondiale. En revanche, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des accords bilatéraux, presque sous forme de troc ou via les monnaies locales. Mais avec le temps, les gens vont utiliser le dollar de moins en moins. Cet instrument de pouvoir va s'affaiblir puis disparaître progressivement. Donc oui, j'y vois le début de la fin de l'hégémonie américaine. Maintenant, qu'est-ce qui la remplacera? La grande question, c'est que fera l'Europe lorsqu'elle perdra la guerre en Ukraine? Est-ce qu'elle va simplement s'asseoir et dire, bon, c'est comme ça? Nous avons investi des centaines de milliards de dollars dans cette guerre. Nous avons assuré à nos populations que nous allions gagner et nous avons perdu. Nous avons coopéré. Ils ne se sont pas plaints du sabotage du gazoduc Nord Stream. Ils ont coupé l'accès à une énergie bon marché venue de Russie. Nous avons fait baisser le niveau de vie. Eh bien, ils disent à leur population, « Oh, eh bien, c'est comme ça. » Mais c'est peut-être pas le cas. Ils pourraient faire quelque chose de désespéré, comme tenter une guerre directe avec la Russie. Ce qui serait, je vais le dire avec euphémisme, une chose incroyablement irresponsable à faire. Mais je ne l'exclurai pas. Il y a donc toutes sortes d'incertitudes. Mais je pense effectivement que l'ère de l'hégémonie américaine touche à sa fin. Professeur David Gibbs, merci beaucoup de vous être joint à nous aujourd'hui. Cette conversation était passionnante et j'encourage vraiment nos téléspectateurs à découvrir vos livres. Ils sont déjà sur ma liste de lecture. J'ai donc hâte de les lire et je l'espère d'en discuter avec vous plus en détail. Oui, je le voudrais. Merci beaucoup.